La capacité d'absorption du marché du travail. En fait, on compare le nombre de jeunes diplômés titulaires d'un bac+5 qui, chaque année, recherchent un travail et le nombre de recrutements de cadres juniors. Et là, quand on voit les chiffres, c'est très parlant. On a entre 75 et 140 000 donc nouveaux diplômés titulaires d'un bac+5 qui recherchent du travail. Donc on ne compte pas ceux qui poursuivent en thèse ou ceux qui passent les concours de la fonction publique. Entre 75 000 et 140 000, il y a moins de 35 000 recrutements de cadres juniors. Donc on peut considérer qu'il y a entre 2 et 3 fois trop de diplômés par rapport à ce que le marché du travail, l'économie en fait, est en mesure d'absorber à poste et à qualification équivalente. D'où le déclassement et d'où en partie le chômage des jeunes. Alors, à mon sens, il y en a 3 principales. La première, c'est un déclassement, en fait, un déclassement et même généralisé qui se répercute ensuite, parce que comme il y a moins de postes que de candidats, eh ben, il y a beaucoup de diplômés de Master 2 qui vont occuper un emploi inférieur à un niveau de qualification, par exemple de niveau licence 3. Les licences elles-mêmes vont devoir occuper un poste d'un bac+2, donc en fait il y a un déclassement qui se répercute un peu sur la chaîne. Par exemple, 7 ans après leur entrée sur le marché du travail, il y a encore 30% des diplômés d'un Master 2 qui n'occupent pas un poste de cadre. Donc on peut considérer que ça fait 30% de déclassés 7 ans après. Donc il y a un déclassement, c'est la première chose. Mécaniquement, il y a une dévalorisation des diplômes. Là aussi, il y a plus de diplômes, de diplômés que de postes à pourvoir. Donc la valeur des diplômes diminue et donc le niveau de salaire correspondant diminue aussi. Il y a une tension sur les salaires. Ça, c'est la deuxième chose. Et donc ces 2 premières explications entraînent une frustration terrible en fait, pour les jeunes qui suivent des études, pour les trop nombreux diplômés, trop nombreux titulaires d'un bac+5, puisqu'il y a un décalage entre ce qu'on espérait à l'entrée dans le système d'enseignement supérieur et ce qu'on a à la sortie, notamment en termes de niveau de rémunération. Donc ça, c'est les 3 principales, et puis ensuite, il y en a d'autres. Ça induit par exemple une hausse des dépenses de la collectivité pour l'enseignement supérieur. Mécaniquement, vous avez aussi un marché d'enseignement supérieur qui se développe, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre des études, donc il y a des écoles privées qui se développent, des écoles bien souvent hors contrat, donc qui sont incitées elles aussi à attirer les meilleurs étudiants, donc à vanter des taux d'insertion, des niveaux de salaire, donc tout ça s'auto-alimente. Et dernière conséquence, ça allonge donc la durée des études, donc ça retarde l'entrée dans la vie active, et donc ça a certaines conséquences sur le niveau aussi pour l'acquisition par exemple d'un bien ou le départ à la retraite. Donc la première des choses, à mon avis, c'est de sortir de l'hypocrisie ambiante sur ce sujet. La France n'est pas un pays suffisamment riche et développé pour promettre à l'ensemble de sa jeunesse des postes de cadre. D'ailleurs, il n'en existe aucun pays qui peut promettre ça. Donc à partir de ce moment-là, il faut remettre en question notre système d'enseignement supérieur, il faut remettre en question le master pour tous. Il faut passer d'un droit au diplôme, comme on a aujourd'hui, à un droit à l'insertion. On est en droit d'attendre de l'enseignement supérieur français qu'il nous aide à nous insérer. Ça, c'est la première des choses. Et ce discours, je propose de le décliner à travers 3 principes. Le premier, c'est de repenser la place de l'enseignement supérieur comme une étape entre l'instruction et l'insertion. On apprend à l'école, au collège et au lycée et on s'insère grâce à l'enseignement supérieur. Il faut que chacun ait des rôles bien alloués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où c'est plus flou. La deuxième chose, c'est de mettre fin à la sacralité du diplôme et de valoriser la pluralité des réussites. C'est-à-dire qu'il faut orienter les étudiants vers des cycles plus courts où il y a un meilleur taux d'insertion. Il faut valoriser les métiers manuels, par exemple, et développer l'apprentissage. Il faut également assurer aux étudiants qu'ils ne seront pas captifs à vie du diplôme qu'ils auront obtenu entre 20 et 25 ans, c'est-à-dire leur permettre d'évoluer via la formation professionnelle tout au long de leur vie, parce qu'aujourd'hui en France, il y a un poids écrasant du diplôme et il faut qu'on soit capable de dépasser ça. Et enfin, le troisième principe, c'est de réguler les flux d'étudiants en Master 2, et donc ça passe nécessairement par la mise en place d'une sélection. La principale chose, c'est qu'ils ont réussi à ériger l'apprentissage en fait, en voie d'excellence. C'est une filière d'excellence là-bas. Donc il y a ce qu'on appelle le système dual, qui est une formation à cheval école-entreprise,
dès la fin de la scolarité obligatoire, vers 15-16 ans. En Suisse, par exemple, vous avez des hautes écoles spécialisées, des HES, qui sont des sortes d'universités des métiers. Et vous avez en Suisse des ministres qui sont issus de l'apprentissage. Pour nous, Français, ça peut nous paraître un peu étrange, mais c'est bien la preuve que là-bas, c'est vraiment considéré. Donc, pour cette raison-là, c'est un vrai exemple. Après, attention, on ne pourra pas calquer le modèle, le copier. Il faut prendre en considération le fait que ça s'insère dans un système éducatif, dans un système culturel, dans une histoire. Bien souvent, on essaie de copier ce qui se fait ailleurs. Il faut s'en inspirer, mais il faudra qu'on trouve notre modèle français d'apprentissage. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que le diplôme est très inégalement réparti entre les classes sociales. Malgré le fait qu'on a démocratisé l'accès à l'enseignement supérieur, si vous êtes enfant de cadre, vous aurez beaucoup plus de probabilités d'avoir un Master 2 que si vous êtes enfant d'ouvrier. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, ça a été prouvé. Donc le diplôme reste inégalement réparti. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on en a déjà parlé, c'est la dévalorisation des diplômes. Il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, donc la valeur des diplômes diminue. Et donc même si vous faites des études, que vous avez un meilleur diplôme que vos parents, comme la valeur du diplôme a baissé, vous n'obtiendrez pas forcément une place dans la société qui est plus élevée. Donc en fait, l'ascenseur social, pour ces deux raisons-là, il est en panne.